Ce cours en ligne sur les monnaies complémentaires touche presque à sa fin. Dans cette dernière partie, avant la conclusion, je vous propose d'évoquer le rôle des élus locaux et des collectivités territoriales. En effet, de nombreuses collectivités sont aujourd'hui impliquées dans la préparation et la gestion des projets. Certaines soutiennent activement les collectifs citoyens qui se sont formés sur leur territoire, d'autres impulsent elles-mêmes le processus local. Mais alors, comment faire et quels sont les écueils à éviter ? Pour en parler du point de vue des élus, j'ai avec moi Christiane Bouchard, vice-présidente de la métropole de Lille, mais aussi présidente du réseau des territoires pour l'économie solidaire, le RTES. Le RTES regroupe des collectivités locales fortement engagées dans une démarche d'économie solidaire. Et Christiane Bouchard nous apportera donc son double regard d'une élue engagée pour les monnaies locales, mais aussi pour le développement de l'économie sociale et solidaire au sens plus large. Christiane Bouchard, bonjour. Bonjour. Commençons, si vous voulez bien, par le projet des monnaies locales que vous préparez actuellement à Lille. Lille a été une des premières villes en France à expérimenter une monnaie locale dans les années 2000. Cette première expérience n'a pas vécu, mais aujourd'hui, vous lancez donc un nouveau projet. Tout à fait. La ville de Lille est partenaire d'un projet qui est initié donc par la métropole européenne de Lille, qui a adopté son plan de développement d'économie sociale et solidaire en octobre 2015. Et donc la métropole européenne de Lille a souhaité promouvoir un mode de développement qui prenne en compte les modèles économiques durables et alternatifs. Et donc nous y avons inscrit un projet de monnaie locale complémentaire pour le territoire métropolitain pour promouvoir des échanges qui redonnent un sens collectif à l'ancrage des valeurs sur le territoire. Donc, la métropole européenne de Lille porte directement ce projet, elle anime la dynamique, elle veille aux différentes étapes de sa mise en œuvre. Ce faisant, la métropole s'appuie fortement sur les villes et donc tout naturellement sur la ville de Lille, comme vous l'avez dit, qui a expérimenté en matière de monnaie locale et qui mène une politique ambitieuse de développement de l'économie sociale et solidaire. La ville de Lille est donc reconnue comme un partenaire privilégié dans ce projet et elle se positionne fortement en tant que territoire d'expérimentation, moteur de la métropole et souhaite agir en chef de file dans ce domaine. Et comment faites-vous pour gérer un projet de cette nature, un projet qui implique potentiellement un très grand nombre d'acteurs locaux ? Eh bien, il faut être en mesure de gérer la complexité. La définition, la mise en œuvre d'une monnaie locale appartiennent à la fois au territoire et à tous ses acteurs. La gestion d'un tel projet est donc forcément complexe et il faut le reconnaître dès le démarrage du projet, car celui-ci doit être partagé et coélaboré avec de nombreuses parties prenantes qui n'ont pas toujours les mêmes attentes. Les étapes du chemin sont donc nombreuses, chacune avec sa spécificité et son calendrier propre. Et plus précisément, un projet de monnaie locale complémentaire possède 4 dimensions qui sont étroitement connectées l'une à l'autre. Premièrement, il y a une dimension juridique et administrative du projet. Avec la loi de juillet 2014 autour de l'économie sociale et solidaire, le législateur est intervenu afin de donner une assise juridique claire aux monnaies locales complémentaires en créant dans le Code monétaire et financier une nouvelle section qui comporte 2 articles spécifiquement attachés au développement des monnaies locales. Et de plus, les expériences en France aujourd'hui permettent d'avancer plus rapidement dans ces domaines. Deuxièmement, une monnaie locale, c'est aussi un back-office technique et financier. Il faut créer une plateforme numérique, il faut sécuriser les transactions financières, il faut créer un site internet, préparer des applications numériques, ouvrir et gérer des bureaux de change. C'est beaucoup d'actions effectivement à mener. Ensuite, on ne pourra pas développer la monnaie locale sans l'implication des professionnels. Il faut y penser dès le début, de la première information, à sensibilisation, à l'adhésion au réseau de monnaie en passant par la création des circuits d'échange. Et enfin, la mobilisation des habitants du territoire est essentielle. Il faut les impliquer tout au long du projet, de la première réunion d'information de sensibilisation à l'adhésion au réseau de monnaie. Et plus précisément,
Quel est le rôle des collectivités et des élus dans la mise en place d'une monnaie locale? Eh bien, les collectivités ont tout naturellement un rôle à jouer dans le développement de la future monnaie locale. D'abord, elles assurent l'affichage politique du projet. Il s'agit de soutenir une économie locale, durable et solidaire, renforçant le lien social et donner du pouvoir d'achat, notamment aux personnes les plus fragiles économiquement. Une fois que les grandes lignes du projet ont été établies, les collectivités locales assurent aussi une campagne d'impulsion et de communication forte. Enfin, une collectivité peut également jouer un rôle d'ensemblier en assurant la cohérence et la complémentarité des politiques d'action municipales. Une monnaie locale, c'est un projet de développement durable, mais c'est aussi un projet d'éducation populaire, un exercice de démocratie participative, une politique d'inclusion sociale. Et elle peut aussi jouer un rôle d'ensemblier en étant vigilante aux phénomènes d'inégalité. Le projet appartient à tous et à tout le monde et doit être en mesure et tout le monde doit être en mesure de participer. De plus, la collectivité, consciente de l'environnement économique, social et culturel de son territoire de vie, peut aussi jouer un rôle de prescripteur et orienter ainsi le projet vers des axes spécifiques. La défense des commerces de proximité, la recherche de nouveaux services à faire émerger, la participation des publics éloignés des démarches d'économie sociale et solidaire, favoriser un axe éco-citoyen au sein d'un projet éducatif de territoire, autoriser le paiement en monnaie locale des services payants municipaux. Si l'apport du politique est bénéfique, les élus doivent respecter la logique de co-construction avec les acteurs économiques et avec les habitants du territoire. Par exemple, lié au circuit du B2B mériterait d'être traité en priorité par les entreprises du territoire. De la même manière, les citoyens doivent se sentir partie prenante au même titre que les acteurs économiques. Alors, et nous savons que certains projets, des monnaies, réussissent mieux que d'autres. Au vu de votre expérience, quelles sont les conditions d'un projet réussi? Alors, il faut savoir identifier et impliquer les parties prenantes dans la gouvernance et le portage du projet. Cette question de gouvernance doit être abordée bien en amont, sinon l'absence d'échange et de prise de décision collective risque de nuire à la dynamique du projet plus tard. Cette question concerne aussi le choix de l'opérateur qui va porter la monnaie et qui va animer la gouvernance. Est-ce que c'est une association, une société privée comme un crédit municipal, une société économique, une structure de l'économie sociale et solidaire? Elle concerne aussi le choix de l'opérateur bancaire qui sera amené à travailler étroitement avec le gestionnaire du circuit. Deuxièmement, la définition des valeurs du projet doit être collective. Plusieurs méthodes existent pour impliquer les habitants, la concertation publique, des groupes de travail, des travaux de comité de gouvernance. Quelle que soit la méthode, la construction collective est un élément essentiel. Les contributeurs doivent refléter la diversité des acteurs engagés dans ce projet. Les valeurs qui sous-tendent le projet doivent être clairement identifiées et inscrites dans une charte qui servira de document de référence par la suite. Troisième point, la définition du projet doit partir des besoins. Il faut s'assurer que le projet réponde à des besoins réels des acteurs économiques et des citoyens qui seront invités à utiliser la monnaie par la suite. Il faut aussi mesurer l'investissement nécessaire au projet et repérer les soutiens et les accompagnements nécessaires. Les promoteurs du projet ont tout intérêt à se faire aider dans la conceptualisation du modèle économique pour voir ce qui est possible économiquement, mais aussi juridiquement. Enfin, la vigilance concerne évidemment les sources de financement du démarrage. L'engagement du groupe porteur s'établira aussi dans la capacité à constituer un budget de démarrage et de développement du projet de monnaie locale. Par ailleurs, il est nécessaire que les phases préparatoires de réflexion au modèle économique du projet, à son lancement, à sa gestion au quotidien avec une équipe, la maintenance du matériel et les moyens de communication, tout cela sont des éléments importants. Et pour finir, quel est votre avis sur le cadre légal qui existe actuellement pour les monnaies locales? Est-ce que ce cadre permet une vraie expérimentation sur le terrain? Alors, j'ai évoqué déjà la loi de 2014. Je pense que c'est une avancée importante qui permet
aux porteurs de monnaie locale de développer une monnaie sur leur territoire dans un environnement légal et juridique actualisé et sécurisé. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, il est juridiquement possible d'envisager le paiement du coût d'un service public à une personne publique en monnaie locale complémentaire. Mais il y a des limites. Contrairement aux entreprises du secteur privé, les collectivités ne peuvent pas encore se servir de la monnaie locale dont elles disposent pour payer des services ou pour payer ses agents. Néanmoins, une démarche d'expérimentation a été aujourd'hui demandée au gouvernement sur plusieurs territoires qui permettrait de tester toutes ces possibilités, de faire entrer la monnaie locale dans la comptabilité publique. Le paiement des impôts, le versement de la TVA, le paiement des indemnités d'élus et le salaire des personnes de la fonction publique. Merci beaucoup, Christiane Bouchard. Merci.